Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Je m'appelle Guillaume Comagnac, directeur associé chez Tracteur, un studio de développement tech pour les entrepreneurs et qui produit ce projet Open Startup. J'ai le plaisir de partager avec vous des conversations avec des entrepreneurs et plus largement avec des spécialistes dans leur domaine. C'est le cas aujourd'hui avec un épisode sur le leadership en compagnie de Alexis Monville. Aujourd'hui cofondateur de Pearlside, Alexis est une référence en matière d'accompagnement et de transformation des organisations et des individus. Que ce soit au sein de start-up, scale-up ou grands groupes, il a multiplié les expériences permettant à de nombreuses équipes de se développer, aligner ses valeurs et objectifs et créer des environnements propices à l'innovation. Il n'aime pas trop le mot expert, mais croyez-moi, sur ces sujets, Alexis est une personnalité reconnue. Aussi conférencier, facilitateur, auteur de 2 livres et podcasteur. Bref, vous l'avez compris, j'ai la chance de vous proposer cet enregistrement avec quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection. C'est parti, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Alexis. Salut Guillaume. Merci d'avoir répondu à mon invitation, je suis ravi de t'avoir ici. Eh bien, c'est avec grand plaisir. Aujourd'hui, je suis très content parce qu'on va parler de leadership et au final, bizarrement, sur ces 50 derniers épisodes, on n'a pas vraiment abordé le sujet sur le podcast Open Startup. Peut-être ça et là, on a parlé de la posture que peuvent avoir certains fondateurs. Mais finalement, vraiment s'attarder sur cet aspect-là, on l'a pas fait, donc je suis très content de t'avoir. Ça va être une thématique pour notre épisode ensemble. Avant qu'on plonge dans ce sujet-là, je vais te demander tout simplement de te présenter. Eh bien, je suis Alexis Monville. Me présenter en quelques mots, c'est toujours un exercice difficile. Je dis toujours aux gens, j'ai une présentation de 40 minutes. Si vous êtes pas à l'écouter, ça va être super. Pour essayer de faire court, j'ai travaillé dans l'industrie, j'ai travaillé dans des startups du web, une startup du web à l'époque du web où c'était le tout début. J'ai travaillé aussi pour le gouvernement qui voulait utiliser le web pour moderniser l'administration. Ensuite, je suis retourné à créer une autre boîte qui voulait accompagner des startups et des grandes entreprises dans leur développement. Et j'ai travaillé avec une startup où ça a extrêmement bien marché. Et on a été racheté par une grande boîte du logiciel, une grande boîte de tech américaine, et dans laquelle je suis resté presque 10 ans, avant de me dire que si je voulais faire autre chose, il fallait que je commence maintenant. Donc j'ai commencé un nouveau projet à la fin de l'année dernière, et j'aurai peut-être l'occasion d'en parler un petit peu. Ouais, justement sur ce nouveau projet-là, même si ces thématiques sur le management, le leadership, etc., tu les as abordées durant toutes ces dernières années, ce nouveau projet en tout cas, il y a un vrai focus là-dessus en tout cas, et c'est aussi pour ça que on est là pour en parler aujourd'hui. Tu l'as dit, tu as pu voir des organisations très différentes, mais il y a quand même un fil rouge autour du numérique quand même durant tout ce temps. Moi je suis juste curieux de t'entendre pour commencer sur ce que tu as pu observer comme mutation en fait avec les ruptures que ça a créé dans tout un tas de métiers. Tu l'as dit, tu es venu de l'industrie, tu as vu aussi le gouvernement, ensuite le volet plus start-up. J'aimerais bien ton regard un petit peu sur ça, ce que ça a permis aussi. Peut-être qu'on peut le rattacher au sujet du leadership, mais je veux bien t'entendre là-dessus. En fait, ce qui est vraiment marrant quand tu essaies de déflorer ou de débroussailler un nouveau sujet, c'est que tu te rends compte que personne ne comprend ce sujet, personne n'y connaît rien. Il y a que toi qui a les yeux qui brillent quand on parle, et alors avec les gens qui sont dans le même domaine que toi, vous avez tous les yeux qui brillent et vous voyez tous le potentiel de transformation du monde que ça va avoir. Le web en 94, 95, 96, 97, 98, c'était rien. La plupart des gens disaient non mais c'est une passade. Même Bill Gates disait mais non mais soyons sérieux, aucun intérêt. Et c'est amusant de voir le potentiel de transformation que ça a eu, parce que pour beaucoup de gens qui nous écoutent, le web a toujours existé. Parce que oui, ça a été créé en 90, ils peuvent complètement ignorer que ça n'existait pas. Donc en fait, ce que j'aime bien, c'est cette idée de potentiel de transformation que peut avoir quelque chose. Parfois ça marche, ça crée quelque chose qui est vraiment transformatif du monde entier. Parfois ça marche pas. Et c'est aussi un peu cette idée de se dire j'investis beaucoup d'énergie et de temps dans quelque chose parce que j'y crois. Ça veut pas forcément dire que ça marche, mais peut-être ça peut marcher.
Et j'aime bien ce possible. Ouais, et puis de toute façon, dédicace déjà à Pascal Nègre par exemple, qui disait le web ça marchera jamais, je crois. En même temps, il faisait partie aussi d'un monde, d'une industrie à l'époque dans un label de musique, je crois. C'est sûr que quand tu vois arriver ces ruptures là, alors qu'une industrie fonctionne très bien de la même manière depuis peut-être 30 ans, c'est difficile à prédire le futur finalement et à se dire est-ce que ça va marcher, pas marcher. Finalement, est-ce que à l'époque là, ces années 90, c'était les premières startups au final? Est-ce que les startups d'avant, c'est pas les mêmes que les startups d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé un petit peu aussi? J'aimerais bien t'entendre là-dessus. Souvent, moi, je demande la définition un peu d'une startup dans Open Startup. Est-ce que la définition d'une startup dans ces années-là, elle est différente de celle d'aujourd'hui? Elle est différente. Je pense pas qu'elle soit vraiment différente. Ce qui a changé, c'est l'environnement autour. Et ce qui a changé, c'est l'accès à l'information sur comment ça se passe de lever des fonds, comment ça se passe de tous les événements auxquels vont être confrontés une entreprise qui se développe, qu'elle utilise des fonds externes ou qu'elle se développe sur ses propres fonds. Avant, avoir des informations là-dessus, c'était assez complexe. Et ça se positionnait vraiment sur ton réseau de personnes que tu pouvais rencontrer et connaître. Aujourd'hui, il y a un accès à l'information qui est complètement différent. Et avec une certaine immédiateté, tu peux avoir énormément d'informations sur ce que tu veux. Donc je pense que ce qui a changé, c'est surtout notre capacité à comprendre comment ça fonctionne, et du coup à essayer. Donc finalement, ça donne la possibilité à plus de gens d'essayer. Et c'est aussi ça la magie du truc, quoi. Ouais, il faut dire que maintenant il y a des playbooks, quoi, entre guillemets. Il y a des courants de pensée même dans l'entrepreneuriat. Il y a des formations en veux-tu en voilà. Ouais. On va revenir aussi à la thématique sur le leadership. Est-ce que toi tu te souviens la première fois que tu as entendu vraiment ce mot? Est-ce que, parce que tu viens d'une formation qui est peut-être plus, je l'ai pas dit, mais école d'ingé, est-ce que c'était des mots qu'on entendait à l'époque? Non, pas vraiment en fait. C'était assez amusant parce qu'en fait j'ai pu passer quelques années d'études d'ingénieur sans jamais vraiment parler de management, sans jamais vraiment parler de gérer des personnes, sans vraiment parler de gérer un business. Oui, on a abordé ces sujets dans des petits cours annexes de temps en temps, mais c'était vraiment des trucs annexes. Donc j'ai pu faire toutes mes études supérieures sans jamais en parler. Et après, qu'est-ce qu'on attend d'un ingénieur quand il arrive dans une entreprise? Ça peut être assez différent parce que tu peux avoir un rôle très technique, soit de contributeur individuel sur un domaine très pointu que tu vas approfondir, ou tu peux avoir un rôle qui va s'éloigner progressivement de la technique, où tu vas encadrer beaucoup de monde. Et en fait, c'est vraiment marrant parce que finalement, c'est parce que tu es ingénieur que tu peux faire ça. Et qu'on te donne la possibilité de faire ça, pour un gamin. Moi, j'avais, je sais pas, 25, 26, 27 ans, et on m'a proposé de gérer toute la fabrication de systèmes ABS. Donc, c'est des investissements colossaux, c'est 150 à 250 personnes. Et pourquoi j'ai la possibilité qu'on me donne cette opportunité? C'est parce que je suis ingénieur. Mais bien entendu, j'ai jamais appris rien de tout à gérer des gens. Heureusement, j'avais travaillé un peu avant, ce qui m'a permis d'apprendre 2-3 trucs. Donc, j'ai pas entendu vraiment le mot de leadership à l'époque, et j'ai appris soit en m'inspirant de gens que j'avais vus où je trouvais que la façon leur comportement, leur posture était quelque chose que je voulais reproduire, soit en lisant, en documentant, en essayant de comprendre comment les choses fonctionnent. Puis progressivement, tu t'améliores. J'ai aussi appris de mes erreurs. Je m'en suis pris 2-3 des claques. Et le côté leadership, j'ai l'impression que parfois, il est confondu avec le mot management. Justement, ça peut être intéressant
que tu nous reposes les bases et que tu nous expliques un petit peu la différence. Moi, je vais mouiller de ma compréhension et qui est un petit peu, je le fais de manière un peu naïve, mais c'est que le manager, on voit plus un côté opérationnel, gestion des opérations courantes peut-être de l'entreprise avec la gestion des équipes, etc. Mais peut-être quelque chose d'assez pragmatique. Là où le côté leadership, on a l'impression qu'il y a une mission qui va au-delà sur le côté inspirationnel, embarqué, motivé, etc. Donc bref, j'aimerais bien que toi tu nous rebalayes un petit peu ces deux concepts-là. Avec plaisir. Que tu as bien travaillé. Avec plaisir, parce que je suis pratiquement d'accord avec ce que tu dis. Donc c'est pas mal. Le truc, c'est pratiquement. Dès qu'il y a un adverbe, on sait bien que ça va dégénérer. En fait, la définition de leadership et si on prend vraiment le sens, l'étymologie du mot, on revient à cette idée, en fait, comme tu le dis, guider, influencer, inspirer une personne ou un groupe de personnes. Et immédiatement après, il y a cette idée on passe d'un statu quo à autre chose. Donc il y a cette idée de transformation. Donc on n'est pas dans la gestion de quelque chose de courant, on est dans le dépasser le statu quo et aller vers une transformation. Donc ça, c'est un aspect important. Par contre, dans le sens premier du mot, il n'y a pas de notion de rôle. C'est-à-dire, ça peut être un contributeur individuel ou ça peut être un manager de personnes. Ça n'a pas d'importance. C'est pas ce qui va définir est-ce que c'est un leader ou pas. Donc du coup, pour moi, ça ouvre énormément de possibles. Après, dans l'évolution du mot, on est arrivé plus sur soit les qualités d'un leader, soit le rôle lui-même. Et c'est normal que le sens du mot évolue. Mais si on prend le sens premier du mot, contributeur individuel, manager, pas de problème. Donc il n'y a pas d'opposition, il y a juste une différence d'intention. Le manager, on lui demande souvent d'être un leader. Parce qu'on lui demande souvent on lui demande pas seulement de gérer le statu quo et de gérer le truc qui ronronne et de gérer les affaires courantes, on lui demande souvent de dépasser ça et de transformer. Donc on lui demande en fait d'être un leader. Il n'est pas forcément équipé pour l'être, mais on lui demande. Parfois, on n'a pas besoin de demander ça. On demande à quelqu'un de gérer quelque chose qui ronronne, qui tourne bien et qui n'a pas besoin d'être transformé. Les événements de transformation, ça va être plus d'accueillir des nouvelles personnes parce que certaines s'en vont ou parce que le business grandit. Ou il va y avoir d'autres événements qui vont faire qu'il va y avoir des choses différentes à faire. Est-ce que ça te va comme... Ça me va très bien et pour poursuivre la vulgarisation, on peut aussi faire le parallèle avec d'autres domaines que le monde de l'entreprise. Moi, j'aime beaucoup le sport et on le voit, il y a dans certains clubs, équipes, t'as le capitaine, t'as l'entraîneur, le sélectionneur, donc qui ont peut-être des responsabilités supérieures, d'aller devant les médias, d'aller voir la direction, etc. Mais à l'intérieur de l'équipe, c'est pas pour autant qu'il y a des leaders d'équipe, des gens, et dans plein de sports on peut le voir, mais le rugby, oui, t'as un capitaine, mais si c'est un avant, t'as peut-être un leader sur la base des arrières, et il va avoir tout autant son rôle en fait. Donc ouais, ça me va bien. J'aimerais aussi voir avec toi en fait le côté encore une fois 2024. Est-ce que cette notion de leadership, elle devient de plus en plus présente? J'ai l'impression que ces dernières années, on a eu de plus en plus en fait, ce mot-clé est revenu beaucoup plus. Oui. Il y a des formations maintenant dédiées sur travailler sa posture de leader, etc. Je suis curieux aussi de voir, toi qui as bien regardé aussi toutes ces tendances-là, qui a pris le temps de s'intéresser vraiment au sujet en profondeur. Pourquoi on a un besoin aussi supplémentaire dans les entreprises aujourd'hui en 2024, peut-être aussi avec les changements générationnels, etc., de plus de leaders? Je pense qu'on a il y a beaucoup d'aspects que je voudrais toucher dans tout ce que tu as dit. Je vais essayer de trier. Je pense qu'on a un contexte qui demande plus de leadership. C'est-à-dire on est face à beaucoup de challenges pour l'humanité, que l'on perçoit ou que l'on ne perçoit pas, que l'on peut définir ou que l'on ne peut pas forcément définir en fonction de où on se trouve, mais on est là face à de nombreux challenges. Des nombreux challenges, ça veut dire on va devoir changer, on va devoir évoluer, on va devoir se transformer. Et donc on a besoin de leadership. Donc ça, c'est un des premiers aspects. Le deuxième aspect, c'est que dès que quelque chose se passe comme ça, qu'il y a un courant de fond, les acteurs s'adaptent.
Donc en fait, on voit beaucoup de formations de leadership qui sont des formations de management qui ont été repeintes. Bon, ça c'est normal, ça arrive tout le temps. C'est pas toi que je vais apprendre que le sens des mots peut évoluer et que quand des mots sont intéressants, des concepts sont intéressants, on peut les réutiliser. Le podcast s'appelle Open Startup. J'ai travaillé dans l'open source pendant longtemps. Pour quelqu'un qui fait du logiciel libre, juste le mot open source c'était écorcher quelque chose. Pour quelqu'un qui fait de l'open source, dès qu'on utilise open et que on n'a pas les principes de l'open source, on dit attendez, vous avez oublié 2-3 trucs là dans la notion d'open. Faut être un peu taquin. Le point, c'est ça, il y a un peu de repeinte, mais il y a aussi un énorme besoin de leadership. Et donc, il y a vraiment beaucoup de gens qui s'intéressent à ça et qui ont fait la différence entre la posture, la compétence de leader et mon rôle dans une organisation. Et ça, c'est vraiment important parce qu'il y a cette envie et du coup, on se dit, go, on y va, on le fait. Pour moi, une des caractéristiques de leader, et c'est pour ça que je parle de leadership émergent, c'est de créer les conditions pour que d'autres leaders émergent dans l'organisation. Toujours bien, quel que soit leur rôle, contributeur individuel ou pas. Et bien sûr, c'est une invitation, ça veut dire que ils peuvent le faire ou pas, et il y a des moments dans la vie où tu peux le faire ou pas. Et ton parallèle avec l'équipe de sport tout à l'heure est tout à fait criant, parce qu'on le voit qu'en fait, l'idée, c'est de savoir quand l'idée guider, inspirer, ou quand suivre un leader qui est en train d'émerger. Et dans le sport, c'est extrêmement dynamique, extrêmement rapide, et évidemment, ils ont beaucoup de pratiques pour s'entraîner à faire ça. Mais en fait, c'est ça ce que l'on voit quand une équipe fonctionne bien. Et ça fait généralement une énorme différence. Et il faut pas oublier que quand on regarde du sport à très haut niveau, ils sont tous super bons, en fait. Même s'il y en a une qui vient dominer l'autre, ils sont tous extrêmement bons. Par contre, cette alchimie, elle va pas fonctionner forcément à chaque fois, parce que le contexte va être différent. Et parfois va être radicalement différent de ce qu'ils se sont préparés à faire. Donc, pour moi, il y a tous ces aspects-là qui sont intéressants, donc le contexte est intéressant. Si on regarde la définition de leadership, on va évidemment trouver des définitions de leadership dans le dictionnaire, mais si on regarde les papiers de recherche, il y a beaucoup de papiers de recherche qui sont intéressés à se dire, mais attendez, il y a eu une augmentation des publications qui sont autour du leadership, et pourtant, dans aucune d'elles, on ne définit ce qu'est le leadership. Et donc, c'est très amusant. Et est-ce que, du coup, ce que j'ai ouvert la porte dans ma question sur le côté générationnel, mais il peut y avoir aussi le côté culturel. Est-ce que cette notion de leadership, soit à travers les générations, soit à travers les territoires, les pays, etc., a une couleur différente ? Je pense qu'elle a une couleur différente parce qu'on a des différences de culture. Et donc, on va pas communiquer pareil. En fait, on va communiquer pareil. Généralement, on utilise un langage, une langue, etc., des codes de comportement, etc. Donc on se dit, globalement, c'est de la communication, mais par contre, on va pas attendre la même chose des autres. Et du coup, ça crée des différences amusantes. Je vais donner juste un exemple pour que ce soit plus clair. Je faisais un atelier avec une équipe de leadership où il y avait des personnes qui venaient de différentes régions. Attends, je te coupe. C'est quoi une équipe de leadership ? Parce que peut-être qu'en fait, c'est pas très clair. Ça existe, une équipe, c'est que des leaders, en fait. Ouais, l'idée, c'est que pourquoi je parle d'équipe de leadership, c'est pour dire, vous êtes une équipe, vous gérez chacun les ventes pour cette entreprise, dans l'exemple que j'ai, pour les différentes régions, vous êtes réunis en tant qu'équipe parce que, du coup, ensemble, vous gérez les ventes pour cette entreprise. Donc vous êtes réunis ensemble pour gérer les ventes de cette entreprise. Et donc vous allez vous comporter comme une équipe et vous soutenir, évidemment, mutuellement, dans l'atteinte de l'objectif commun. Ça ne retire rien à vos responsabilités individuelles qui sont de gérer chaque région, mais du coup, vous êtes réunis en tant qu'équipe pour faire ça. Donc, pourquoi je fais ça et pourquoi j'introduis ça, c'est justement pour éviter que ils sont chacun dans leur silo, ils sont en compétition les uns avec les autres pour des ressources, etc. Là, du coup, ça devient leur problème commun. C'est compliqué comme changement. Il y a des gens qui ont du mal à s'adapter à ça. Il y a même des gens qui préfèrent partir. Mais là, c'est intéressant de le faire. Dans l'exemple que j'allais donner sur la culture, on avait des gens qui venaient des États-Unis, il y avait des Français, il y avait Coréens, Japonais, Chinois, il y avait d'autres pays d'Europe, il y avait des Allemands. Donc c'était plutôt ouvert et plutôt marrant. Et je faisais un exercice pour dire, sur les aspects de communication, comment est la communication ? Et il y avait une échelle qui allait de direct à indirect. Voilà, un truc assez basique. Et je leur dis, vous prenez un petit post-it, vous mettez votre pays,
et vous positionnez où vous pensez que la communication est dans votre pays. Et sur votre post-it, comme c'était un petit post-it long, un petit post-it rectangulaire, vous mettez un point pour dire où vous êtes vous. Parce que ça représente une dimension, mais vous êtes peut-être un peu plus direct que les autres dans votre pays, ou un peu moins direct que les autres. Si vous êtes au milieu, si vous pensez que vous êtes vraiment dans la norme, vous vous mettez au milieu. Puis voilà. Et là, l'Américain, il fait son post-it, puis il pose le post-it complètement sur direct, et il dit, je vois pas pourquoi la communication serait autrement. La bonne communication dans une entreprise, pourquoi elle serait autrement? Et là, je vois le Japonais qui est là avec son post-it, et qui est très embêté. Parce que les Japonais ont une communication très indirecte. Tout ce qui est pas indirect, généralement, ils caractérisent les gens comme plutôt des imbéciles, qui ne sont pas capables de comprendre les nuances. Et donc là, il est avec son post-it, et il a son collègue qui vient de mettre dans très très direct, qui est pour lui très négatif. Et donc il est là, il sait pas bien où le mettre. Et je vois le Chinois et le Coréen qui sont juste derrière lui à attendre où est-ce qu'il va mettre son post-it. Parce qu'en fait, eux, ils savent qu'ils sont moins indirects que les Japonais, ils le savent. Culturellement, ils sont habitués à travailler dans ce domaine. Donc, ils savent qu'ils vont se positionner par rapport à lui, mais par contre, ils vont pas ni offenser lui, ni l'autre. Donc, ils vont finir au milieu de l'échelle, tous ensemble. Et donc, les autres vont se mettre entre les deux, parce que clairement, ils sont entre les deux. Et on va pas exploiter la fin de l'échelle. Et c'est pour dire que la perception que l'on a sur quelle est la bonne chose, culturellement, ça va être différent. C'est tous des managers d'assez grandes organisations. C'est tous des gens à qui on demande d'être des leaders, on le demande vraiment de transformer comment ça fonctionne. Et pourtant, la bonne communication, c'est une perception qui va être très différente pour eux. Et le fait qu'ils en aient pris conscience au cours de cet atelier, c'est un des aspects qu'on a travaillé, c'était important pour qu'ils puissent se parler. Ouais. Parce que c'était un choc pour certains. Ouais, merci, parce que ça nous fait déjà en plus un exercice pratique que on peut utiliser dans son organisation, pas forcément finalement selon moi besoin d'avoir que des leaders. Il pourrait y avoir une équipe avec qui on pourrait juste aborder ce thème de la communication directe-indirecte. Intéressant aussi quand même que tu aies pris le sujet des ventes, parce que souvent on met les représentants des ventes un peu en concurrence voilà, c'est à qui fera le meilleur chiffre, qui aura le bonus, etc. Donc ça doit être des réunions intéressantes. Tu as fait très bien le travail en teasant et en parlant de leadership émergent dans quelques-unes de tes interventions. Parlons de ce leadership émergent. Toi, tu as travaillé à rationaliser ça dans un framework finalement qui va aborder 4 axes, et c'est les 4 axes qu'on va aborder ensuite. Je vais te laisser la main pour le présenter, et puis après on va rentrer dans chacun de ces axes-là. Ouais, il y a quelque chose que j'appelle un navigateur du leadership émergent. Et l'idée, en fait, c'est d'aider les personnes à réfléchir sur leur posture, leur rôle dans une organisation. Donc le truc, c'est que généralement, ce que j'ai observé, c'est que les gens mettent plus l'accent sur un des axes. Donc il y a 4 axes, et de temps en temps, ils se penchent plus sur un axe. Ils ignorent même complètement certains axes, ou ils pensent que ça ne les concerne pas. Du coup, c'est intéressant de commencer à les faire réfléchir et de leur poser des questions sur chacun des axes. Alors, quels sont-ils ces axes ? Alors, si vous représentez ça visuellement dans votre tête, si vous êtes un peu visuel, ça va être facile. Pour les autres, ça va être compliqué, mais je suis sûr que vous allez trouver un moyen. Vous avez 4 axes. L'axe vertical qui vient, il y a une flèche que vous pouvez tracer vers le haut. Vous vous dessinez vous-même au milieu. C'est vous. Vous êtes au milieu. Vous mettez un axe vers le haut. C'est l'axe business. L'axe business, on va revenir sur un peu ce que c'est dans la suite. Mais je vous trace les 4 axes pour commencer. Donc, l'axe business vers le haut. Vers le bas, vous avez l'axe exécution. Je vais vous détailler ce que c'est dans un instant. Et ensuite, vers la gauche, vous allez avoir l'axe personne. Et en horizontal, de l'autre côté de l'axe personne, vous avez l'axe système. Et je peux vous décrire un peu plus ce que sont ces axes, si vous voulez. On va y aller. Moi, je te propose qu'on aille dans chacun un petit peu, parce que je les trouve évidemment tous intéressants, et puis c'est tout l'intérêt. C'est justement, s'il y en a 4, là, c'est que c'est un ensemble qui fonctionne de manière harmonieuse. Avant ça, est-ce que forcément on a une dominante naturelle, et est-ce qu'on peut être leader
que sur la partie business et avoir aucune appétence sur la partie personne. Alors là, je décris un sacré personnage, mais tu vois, est-ce que c'est naturel? On a des dominantes et des majeurs et des mineurs forcément. On va avoir des choses qu'on préfère et on va avoir des choses que l'on sait faire. Et comme on sait les faire, on va préférer les faire. Et c'est ok avec ça? Bah, c'est ok. Le truc, c'est quand tu prends conscience qu'il y a d'autres choses, du coup, ça peut devenir des centres d'intérêt qui sont différents. Ok. Et c'est pour ça, en fait, que je parle de ces axes, parce que ça permet d'identifier où est-ce qu'on est finalement déjà bien installé, déjà bien fort, pour se poser la question, mais qu'est-ce que ça voudrait dire si j'essayais de répondre à cette question ou cette question sur cet axe? Okay. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour moi? Ok. Donc, c'est parti. Premier axe, l'axe business. Au final, donc, en tant que leader, que je sois encore une fois contributeur individuel ou en position de manager ou autre, finalement, c'est l'impact que mes actions, que ce que je vais mettre en œuvre de manière directe ou indirecte, vont impacter le business, c'est ça? Ben, en fait, la première fois que j'ai créé ce navigateur, ce qui se passait, c'est que quand je posais la question, alors c'était un groupe de managers pour le coup, donc de managers intermédiaires, et quand je leur posais la question sur dans quel environnement on évolue, c'est quoi notre business model, c'est qui les clients, c'est qui les compétiteurs, c'est qui nos partenaires, comment on gagne de l'argent. Alors c'était une boîte de l'open source, donc comment on gagne de l'argent, c'est toujours une bonne question à poser dans une boîte qui a un modèle de développement open source. En fait, il y avait quand même un peu trop de personnes à mon goût qui pensaient que c'était pas vraiment leur problème. Et je me suis rendu compte que eux, en fait, ils étaient complètement focalisés sur l'autre axe, qui est l'axe exécution. Et ce qui était intéressant, parce qu'évidemment, tu es là pour délivrer quelque chose, donc s'assurer que l'organisation dans laquelle on est délivre de la valeur, c'est vachement bien. Surtout quand tu sais, au fait, c'est quoi la valeur pour les clients. Parce que si tu commences à perdre de vue ça, bah tu fais plus de la connexion entre le business et l'exécution. Et tu peux te mettre à être une machine qui développe des tas de choses, mais qui n'a aucun intérêt. Donc là, je viens de vous faire la connexion entre l'axe business et l'axe exécution, pour bien illustrer pourquoi, en fait, on a essayé de parler avec ces managers intermédiaires de cet axe-là et de leur dire, mais en fait, c'est à vous de fournir finalement le contexte, les explications à l'ensemble de vos équipes pour qu'ils puissent faire la connexion entre ce qu'ils font au quotidien et l'objectif plus grand. Et en effet, ce qu'on observait, c'est que les ingénieurs, il y en avait pas mal qui disaient ouais, alors on pédale, on fait des tas de trucs, mais en fait, on sait pas vraiment pourquoi. Finalement, j'ai le sentiment que cette connexion naturelle, peut-être business-exécution, tu vas me dire, elle est peut-être plus naturelle dans un ADN startup, parce que on est biberonné au fait que il faut délivrer de la valeur pour tes utilisateurs, etc. Et j'ai le sentiment aussi que dans certaines maintenant scale-up, je pense à des back market ou qui d'autre, pardon, même Mano, etc., qui créent des équipes produits ou des feature teams dans lesquelles il y a à la fois un commercial, à la fois un designer, à la fois un développeur, justement pour que quand on va travailler sur la roadmap ou voilà sur les nouvelles features à développer, en fait il y a plusieurs prismes, il y a plusieurs discussions qui vont permettre de justement relier le côté business au côté plus prod, exécution. Ouais. Ben, en fait, oui, c'est ces bonnes pratiques d'organisation qui continuent à se mettre à fonctionner quand l'entreprise grandit. Ce qui est généralement la difficulté, c'est quand tu fais grandir l'organisation, il y a des gens qui ont tendance à répartir les gens par fonction, et quand ils les répartissent par fonction, les fonctions tendent à ne plus se parler vraiment complètement directement, et on a une déperdition de sens et une déperdition de connexion. Quand tu gardes des équipes qui ont toutes les fonctions, et qui sont tendus vers un objectif commun, tu n'as plus ce genre de problème. Donc en fait, c'est une bonne pratique qu'on vient de montrer là en disant, bah oui, en fait, c'est parce qu'ils peuvent continuer à faire cette connexion entre l'axe business et l'axe exécution, et c'est pas, le business c'est pour d'autres gens, hein, c'est pas mon job. Bah si, c'est ton job en fait. Si tu comprends ça, tu vas prendre des décisions différemment. Est-ce qu'il y a des manières est-ce qu'il y a des signaux d'alerte ou
pas des drapeaux rouges, mais en tout cas des endroits où tu peux entrevoir que tu es en train de dériver, en tout cas, ou que tu as une partie de ton équipe qui est peut-être moins concernée. Est-ce que tu as des conseils à nous donner là-dessus? Alors, en fait, quand tu te poses la question, comment je mesure finalement la performance de mon équipe, et combien de fois, en fait, par jour, par semaine, par mois, tu mesures la performance de ton équipe sur des résultats réels. Et la performance de ton équipe, c'est pas que des KPI chiffrés ou tu peux choisir de mesurer ce que tu veux dans la performance de ton équipe. Là, dans l'utilisation du mot performance que j'ai fait, j'étais vraiment orienté business. Donc on me dit combien de fois tu mesures par rapport à des résultats réels. Ça peut être la satisfaction de tes utilisateurs. Hein. Ça, c'est des résultats réels, concrets. Tu as fait un produit ou un service, les utilisateurs l'utilisent. Ils sont contents ou ils sont pas contents, c'est un vrai résultat réel. Mais si tu mesures la performance de ton équipe sur le nombre de features qu'ils ont produits, bah oui, tu as une usine qui produit des features, mais en fait, moi, je sais toujours pas si tu mesures par rapport à des résultats réels. Peut-être que tes utilisateurs sont pas contents. Peut-être que tu as de moins en moins d'utilisateurs, ce qui est dommage. Tu vois, je ne sais pas. Okay. Je dis pas il faut le mesurer par rapport aux revenus. Je dis juste des choses réelles par rapport aux gens qui utilisent vraiment ton service. Bah, quand tu commences à te poser cette question-là, tu fais le lien entre les deux. Quand t'es complètement déconnecté et que les gens mesurent des points, des nombres de tâches qu'ils ont réalisées, le nombre d'heures qu'ils ont passé au bureau, je me dis ouais, là c'est quand même un gros drapeau rouge. Ouais, ok. Est-ce que vous avez bien rempli votre fiche de temps? Ok, super. Cette équipe a tout à fait rempli ses fiches de temps, merveilleux. Ouais, ok. Donc là, il y a quand même en tout cas, ça part aussi d'une volonté, justement, peut-être de déconstruire. Je pense à c'est peut-être certaines organisations qui, depuis le début, se sont construites un petit peu de cette manière-là, justement, peut-être se rendent pas compte, soit atteignent un plafond de verre ou pédalent dans la semoule pour quelconque raison. Peut-être qu'en fait, le plus dur, c'est de déconstruire des processus. Peut-être qu'on va le voir avec la partie système, mais il y a aussi peut-être des choses qui enferment et qui permettent peut-être pas de se poser les bonnes questions pour... On a une tendance à reproduire des modèles que l'on connaît et des modèles existants. Et donc, les modèles très hiérarchiques, très pyramidaux, c'est des modèles qu'on comprend instinctivement. Je comprends toujours pas pourquoi, mais il semble que ceux-là, on les comprenne très très bien. En fait, j'exagère en disant je comprends pas pourquoi. Il y a quand même une vraie raison de notre histoire en tant qu'Homo sapiens qui explique ça. Mais c'est quand même bizarre qu'il y a quand même énormément d'exemples d'entreprises qui sont pas organisées comme ça, qui fonctionnent très très bien, qui peuvent être très très grandes, mais qu'on les ignore au profit de modèles qui fonctionnent pas. C'est quand même assez spécifique. Donc oui, il y a un besoin de prise de conscience. Parce que je peux venir voir des gens en leur disant, mais attendez, vous auriez un modèle vachement mieux pour vous. Ils vont pas m'écouter. Parce que d'abord, ils ont pas le problème, ils ont pas le besoin, et eux, ce qu'ils veulent, c'est une solution à autre chose. Ils se rendent pas forcément compte que, en fait, s'ils faisaient juste un tout petit peu autrement, ils auraient plus de problème. Ouais, en plus, c'est des effets papillons en général. Tu commences à faire un petit peu différemment et souvent, il peut y avoir des grands résultats derrière, surtout quand on touche aussi aux équipes et à l'humain. Pour faire le trait peut-être naturel vers l'exécution, en tout cas, si je reviens au modèle plus startup, parce que moi, c'est aussi plus cette audience-là que j'ai aussi sur Open Startup. En fait, il y a des changements business parfois très rapides. C'est-à-dire qu'on développe pour un certain type d'utilisateurs et puis on est par exemple en B2C, voilà, utilisateur final, et puis d'un coup, il y a une entreprise qui arrive et qui nous dit « mais moi, votre solution, je la veux pour mon entreprise ». Donc, on se retrouve à pivoter, à finalement faire du B2B. Comment la partie exécution, elle doit s'adapter est-ce qu'il y a un enjeu de leadership aussi à ce niveau-là? J'aimerais bien t'entendre là-dessus. Je sais pas si ma question est finalement très claire, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que il y a des changements brutaux parfois d'un point de vue business qui arrivent et qui viennent impacter la partie exécution. Et j'ai le sentiment que une équipe qui peut faire émerger des leaders serait certainement mieux armée entre guillemets qu'une équipe qui serait plus exécutante de base. Voilà, j'ai essayé de retomber sur mes pattes. Ouais, non, mais ça me paraît parfait. C'est exactement ça. Le point, c'est que on voit bien que le modèle, le système que tu vas mettre en place, il va permettre ou pas
à la partie exécution de s'ajuster par rapport à l'axe business. Et si tu crées un cadre extrêmement rigide, et si les gens ne comprennent pas quels sont les objectifs business, quand tu changes les objectifs business, comme ils n'avaient pas compris les objectifs business avant, si tu veux, ça va rien leur changer. Hein. Donc eux, ils vont attendre que quelqu'un leur dise ce qu'ils doivent changer. Si c'est des gens qui sont complètement connectés avec les objectifs business, quand ils vont voir les objectifs business changer, ils vont dire « Waouh !» Mais ça veut dire qu'il faut qu'on change tout. Tu vois qu'on vient de créer de l'incertitude et de l'inconfort pour toute une organisation quand on fait ça. Donc on voit comment il faut ajuster le curseur pour pas tout casser à chaque fois. Parce que tu as souvent besoin de continuer à délivrer des services pour ta première catégorie d'utilisateurs. Généralement, tu leur dis pas au revoir parce que tout d'un coup, tu as une nouvelle idée. Donc, il y a des effets de transition qui sont assez intéressants à gérer. Donc, on voit que les deux sont très connectés et vont être connectés à comment les personnes réagissent et comment le système évolue. Donc, ça nous permet d'aller couvrir les deux autres axes assez naturellement. Généralement, dans les startups, j'entends les gens dire, en fait, on va embaucher les meilleurs. Alors, c'est intéressant parce que du coup, ça crée un bon effet de compétition sur le marché, puisque tout le monde essaie d'embaucher les meilleurs. Et puis les meilleurs pour faire quoi ? Et les meilleurs par rapport à quels critères ? Bon, alors ça devient un peu moins clair, même si j'allais voir mes amis de talent acquisition ou de ressources humaines, ils pourraient me décrire pourquoi ils sont les meilleurs sur quoi et comment on va mesurer tout ça. On voit que des gens qui étaient les meilleurs à un endroit sont pas forcément les meilleurs à un autre, et pourtant ils sont évalués sur les mêmes choses. Donc c'est quand même un truc bizarre. Il y a d'autres choses qui se passent. Donc cet axe de personne, il est important parce que pour moi, quand tu réfléchis en tant que leader sur l'axe personne, c'est comment je me développe moi. Comment je vais continuer à progresser. Progresser vers quoi ? Je dis pas qu'il faut toujours progresser, il y a peut-être des moments où tu as plus envie de te reposer et de continuer à avancer sur tes acquis, mais quand tu as envie de progresser, c'est intéressant de savoir vers quoi et comment et quel dispositif va te soutenir pour ça. Et comment tu vas aider les autres à progresser. Et comment tu vas aider les autres à progresser, très vite, les gens vont se rendre compte que c'est ça qui va les aider à progresser. Les gens qui ont déjà essayé de faire du mentoring se rendent compte très vite qu'ils apprennent énormément des personnes qui sont mentorées. C'est presque pas juste. C'est vraiment de l'apprentissage social. Alors, généralement, quand une relation de mentoring fonctionne bien, c'est que les deux apprennent l'un de l'autre, donc c'est très très bien. Donc chacun va trouver des choses. Pas forcément qu'ils avaient identifié au départ, mais ils vont trouver des choses. Et donc là, on fonctionne bien. Ça veut dire que tout ça, ce développement pair à pair, il peut exister dans une organisation. Il peut exister dans une équipe, ou dans une organisation plus grande, etc. Donc, trouver des moyens de développer les personnes, j'ai donné 2 indices, c'est comment je réfléchis à me développer moi. Comment je peux faire du mentoring pour aider les autres à se développer, ça va faire partie de tout ce qu'on va chercher sur l'axe personne, plus que je vais recruter les meilleurs. Même si on va probablement devoir améliorer notre façon de recruter pour recruter des gens qui sont pas toujours des clones de la personne précédente. Ouais. Mais merci pour ce partage. J'aime bien le fait que tu aies insisté aussi sur dire les meilleurs, mais les meilleurs pourquoi, etc. Il y a une forme de pression, en effet, qui existe, avec une sorte de mantra de dire il faut toujours embaucher quelqu'un de meilleur que soi, etc. Qui mettent une pression finalement énorme à tout le monde, candidat comme collaborateur existant. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu une pensée aussi qui m'est venue quand tu as dit ça. Encore un petit peu en lien avec le sport, mais au film Moneyball, où finalement ils vont identifier des gens qui sont très très bons dans une certaine catégorie. Moneyball, c'est un film qui parle de baseball, basé sur les statistiques. Bon, voilà, je vous mettrai une référence aussi en description. Finalement, naturellement, t'es allé très vite sur l'axe personne. Évidemment, c'est un navigateur, donc tout est lié. J'aimerais quand même revenir un petit peu sur juste une question que je me posais aussi dans la discussion. En tant que startup, souvent, j'ai une relation avec les acteurs du financement qui est importante. Ça peut être au niveau subvention publique, etc. Mais souvent business angel, fonds, etc. Et l'axe business exécution est souvent extrêmement regardé. J'ai le sentiment de la part de ces acteurs du financement-là. Finalement,
est-ce que le fait de faire émerger des leaders peut être aussi une sorte de nouvel asset pour mettre en valeur sa boîte? Évidemment, la question, on va dire oui. Mais toi qui es investisseur aussi dans certaines startups, advisor, comment tu perçois ça de l'autre côté? Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes spécifiquement? C'est quoi les critères sur lesquels tu es attentif, qui pourront être utiles en fait à des gens là qui écoutent et qui montent leur boîte, de dire ok, bah quand il a sa casquette de advisor ou de financeur, il regarde précisément aussi ces aspects-là. Ouais. Ce qui va être amusant, c'est que je vais regarder surtout l'axe personne et l'axe système, parce qu'en fait c'est justement ces axes-là qui sont pas à regarder. Okay. Et je peux pas faire une généralisation en disant les venture capitalistes, ça aurait pas de sens, parce qu'il y en a qui vont s'intéresser à ça justement. Donc, mais en règle générale, on regarde des indicateurs qui sont sur comment tu délivres et comment tu fais du revenu, parce que c'est ce qui va être critique, qui va nous dire ce que tu es en train de faire, est-ce que tu arrives à un produit, à résoudre une idée qui vaut le coup d'être résolue, et est-ce que tu arrives à trouver une solution, un produit, un service qui va permettre de résoudre ce problème, cette idée. Donc c'est normal qu'on regarde ça, et c'est important de le regarder, il n'y a pas de doute. Après, on a aussi cette tendance de je vais recruter le meilleur machin, ou je vais recruter et on va chercher une caractéristique très spécifique, un peu comme ton exemple du baseball, alors qu'en fait, ce serait intéressant de regarder qu'est-ce que je vais ajouter à mon équipe qui va me permettre à mon équipe d'être meilleure. Et quand je parle d'équipe, là, je suis déjà en train de regarder l'axe système. La citation que je préfère, qui permettent la connexion entre l'axe personne, donc les deux axes horizontaux, et l'axe système, c'est la citation de Deming qui dit un mauvais système battra une bonne personne à chaque fois. Donc tu peux mettre les meilleures personnes que tu veux, si ton système, l'organisation, les processus, les outils est pas bon, c'est lui qui gagne. Ouais. Donc le point, il est vraiment important là. Si tu te poses pas la question comment je fais évoluer mon système, tu vas faire peser sur tes équipes de plus en plus de poids et de plus en plus de responsabilités qui vont plus leur permettre de délivrer quoi que ce soit. C'est lui qui gagne jusqu'à ce que si la culture de l'entreprise, et là je viens de dire le mot culture, donc qu'on n'avait peut-être pas dit, donc on va peut-être aussi aborder ce sujet-là, le mauvais système battra toujours les bonnes personnes, sauf si justement l'espace dans l'organisation permet presque une remise en question et permet de renverser la table. En fait, qui que tu sois, de lever la main et de dire en fait, mais pourquoi on fait comme ça? Et même ça paraît simple. On pourrait voir ça comme une sorte on défie l'autorité, entre guillemets. Qu'est-ce qui crée les conditions finalement pour permettre cette libre expression de toute l'équipe au sens large? C'est intéressant. J'ai travaillé avec un fondateur d'une startup où il était très préoccupé parce que le business se développait et il avait l'impression que ses équipes étaient plus en train d'essayer d'améliorer le système, en fait, d'essayer d'avoir des nouvelles idées pour améliorer le système, améliorer comment on travaille, plus qu'à être focalisé sur le travail. Donc ça le préoccupait énormément. Il avait l'impression que tout le monde voulait remettre en cause tous les jours. Et donc sa solution, qu'il avait en tête, il a légèrement changé d'avis après, ça a été de dire, en fait, on va mettre tous les gens dans des cases, ils vont avoir un rôle ultra défini, et ils vont délivrer. L'exemple qu'il m'a donné, l'illustration qu'il m'a donné, il m'a dit, on va passer en full Taylorism mode. Ça a dû te faire plaisir. Donc, il a dû voir à ma tête que je comprenais pas ce que c'était, enfin, il a pensé que je comprenais pas ce que c'était à ma tête, et il m'a dit, mais tu vois bien le film de Chaplin, Les temps modernes. Alors, j'ai envie de lui dire, a priori, quand Chaplin a fait ce film, c'était pas pour que ce soit une formation en ligne sur comment il fallait organiser sa start-up, mais je voyais bien que le chemin à parcourir entre nos deux points de vue allait être quand même un peu compliqué, donc il fallait y aller doucement. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, il n'a pas fait ça. Il a dû essayer de faire ça et voir que ça n'allait pas le faire. Par contre, en fait, moi, ce que j'avais dit, c'est si tout le monde veut remettre en cause tout le temps, c'est qu'en effet, le système ne fonctionne pas. Mais c'est aussi, surtout, qu'ils n'ont pas d'espace pour le faire. Et donc, si tu faisais une rétrospective par semaine ou une rétrospective tous les 2 semaines, si tu veux, tu dépends de combien tu décides d'avoir d'opportunités de t'améliorer, ou tu as un espace de temps dédié où tout le monde, où toute l'équipe,
et c'était pas très grand, donc ils pouvaient tout à fait le faire tous ensemble, où on réfléchit à comment on a fonctionné, comment fonctionne notre système et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer, ben là, on vient d'éliminer du reste de la semaine toutes ces idées, toutes ces tentatives, parce que les gens peuvent se dire, bah oui, j'ai pas besoin de penser à ça maintenant, parce qu'on a un espace dédié pour le faire. Et un espace sérieux. C'est-à-dire, c'est pas juste je jette des idées et tout le monde s'en fout. Ce qui se passe généralement quand les gens ont plein d'idées d'amélioration, mais que c'est pas tellement le moment, donc ils ont l'impression de pas du tout être écoutés, c'est très démotivant, très frustrant. Mais du coup, là, ils ont un espace pour le faire, et c'est sérieux. C'est-à-dire que les 1, 2 ou 3 actions qu'on a décidé de faire à l'issue de la rétrospective, on les fait vraiment. Ça fait partie de notre job. Ils sont d'ailleurs traqués dans le job que l'on va faire dans la semaine d'après. Et là, bah, on rentre dans une disposition d'amélioration continue où bah, tout le monde peut contribuer à... Et oui, c'est une façon de faire émerger des leaders. Carrément, c'est en plus quelque chose qui peut créer naturellement un sentiment d'équipe. Et d'ailleurs, moi, j'ai quelques exemples de startups notamment qui font à travers ce moment-là quelque chose qui va changer peut-être d'une réunion classique, c'est-à-dire que ils vont décider de sortir et de faire la rétro en faisant le tour du bloc d'immeubles ou alors d'aller la faire mais dans le Starbucks d'à côté et finalement aussi des fois de changer peut-être de cadre permet aussi de prendre la parole peut-être plus naturellement. Enfin, je pense que c'est aussi là le post-Covid, il y a aussi peut-être ce besoin aussi d'avoir aussi ces moments d'équipe, etc. Je reviens, t'as parlé du fondateur de start-up. Parfois, ils comprennent totalement l'intérêt, mais est-ce qu'il n'y a pas des fois des réflexions qui disent « Ouais, mais attends, oui, c'est super ton truc, mais j'ai pas le temps, moi, là. Là, je fais déjà plein de trucs, là. Je suis à un salon le matin, l'après-midi, je suis en appel avec les clients, le soir, bref, c'est cool, hein, mais on verra un peu après. Là, là, on délivre, et puis on verra après, quoi. Ouais. Bah oui, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand il y a plusieurs fondateurs, alors c'est vrai aussi quand il y a un seul fondateur, mais quand il y a un fondateur ou plusieurs fondateurs, ils ont nécessairement commencé d'une façon où tout tourne autour d'eux. Tout tourne autour d'eux pour une bonne raison, c'est que généralement ils sont tout seuls. Donc tout tourne autour d'eux. Et quand ils commencent à ajouter des personnes, c'est des personnes qui vont étendre leur capacité d'action. Et donc ils continuent à évoluer comme ça. Et puis à un moment donné, ils se disent « Oh là là, c'est un peu le bordel. La communication marche plus. » Bah, évidemment, ils ont dépassé... si tu dépasses 6 personnes, ça devient déjà compliqué. Je vais mettre un manager. Et là, ils disent il faut structurer. Et là, ils mettent des managers de fonction parce que c'est le seul modèle qu'ils ont en tête. Et là, ils cassent tout, ils comprennent pas pourquoi ils ont tout cassé. Ils se disent je comprends pas, avant c'était sympa, puis maintenant c'est plus sympa. Donc en fait, il faut qu'ils comprennent comment ça va fonctionner et comment leur rôle va évoluer. Ils ont beau penser que c'est pas maintenant et que ce sera pour plus tard. En fait, ce que tu décrivais comme étant la culture, finalement, c'est comment on se comporte ici. C'est comment on évolue sur les 4 axes. La culture, c'est presque ce que je pourrais mettre au milieu de ce diagramme du navigateur. C'est comment on se comporte sur ces 4 axes dans notre organisation. Et quand je suis très intentionnel sur ce que je veux, et que je sais l'expliquer, que je sais l'expliciter, et que j'incarne vraiment ces valeurs et ces principes, ben en fait, je vais transformer mon organisation. Ça va jouer sur comment je recrute, parce que je vais expliquer comment on fonctionne à des gens, et ils vont pouvoir se dire c'est pour moi ou c'est pas pour moi. C'est quand même très important, ça, de pouvoir repousser les gens qui seront pas bien dans ton organisation. Ouais. Ça paraît bizarre, parce que quand on est dans la compétition pour les talents, on veut attirer les gens, mais il faut pas attirer n'importe qui à n'importe quel prix. Non, mais finalement, c'est une grille de lecture hyper intéressante dès voilà, les moments de recrutement, etc. C'est de mettre ça sur la table avec le candidat potentiel et de dire, voilà, chez nous, ça se déroule aussi comme ça, c'est ça notre fonctionnement, et de prendre les retours, en effet. Pardon, je t'ai coupé, peut-être que tu voulais poursuivre. Oui, mais si tu me coupes pas, je poursuis très longtemps. Ouais, mais le point, c'est ça, c'est incarner ses valeurs et ses principes, c'est ça, finalement, la culture, pour des fondateurs qui vont devenir des leaders, ou qui sont déjà des leaders, mais qui vont aussi, on parlait d'équipe de leadership avant, adjoindre, faire rentrer dans ce groupe de fondateurs, ou soit seul, constituer une équipe de leadership qui va permettre le développement de l'entreprise plus tard.
Donc oui, là, on l'a dit, c'est un des freins habituels que peuvent se mettre certains fondateurs, mais on va pas blâmer les fondateurs, c'est pas toujours eux qui portent toute la responsabilité. Est-ce que tu vois d'autres obstacles, barrières qui peuvent naître dans des équipes qui se construisent rapidement, qui grossissent vite sur ces sujets personnes et systèmes? Est-ce qu'il y a des patterns, entre guillemets, des choses qui se répètent un petit peu naturellement? Le truc que tu évoquais tout à l'heure, c'est on n'a pas le temps. Donc on n'a pas le temps, on doit se focaliser sur l'exécution, et donc on n'a pas le temps d'améliorer notre système. Donc on n'investit pas sur l'amélioration du système. Et quand on n'investit pas sur l'amélioration du système, au bout d'un moment, les meilleures personnes, puisqu'on parlait des meilleurs tout à l'heure, s'en vont en premier. Pourquoi ? Parce que peut-être elles sont plus à l'aise pour aller chercher une opportunité ailleurs, et qu'elles savent pas si la couleur de l'herbe est naturelle ou synthétique. Donc elles vont aller vérifier par elles-mêmes. Je te coupe là-dessus parce que j'ai entendu là il y a très récemment, je sais pas où, une citation, et c'est la couleur de l'herbe est toujours plus verte là où on l'arrose. En fait, j'aimais bien cette chute parce que ça montre qu'il y a un entretien de cette terre. Ah oui, on n'aura jamais le système parfait. Et les personnes vont pas être dans un état stable et constant tout le temps. Moi, c'est vrai pour nous, en tant qu'individu, on voit bien que on suit des courbes. Alors ça bouge plus ou moins fort, hein, j'admets, en fonction des événements extérieurs. Généralement, quand ça bouge fort sans cause externe, faut consulter, je pense. Mais c'est important de voir ça. La question, c'était sur les obstacles, en fait, parce qu'il n'y avait pas le temps, pas l'argent, peut-être. Est-ce que c'est une question, en fait, finalement, aussi d'argent? Souvent, on dit, c'est un peu binaire, on dit, ah non, j'ai pas le temps, j'ai pas le moyen. Ouais. Est-ce que c'est que ça? En fait, c'est une excellente question. J'ai pas l'argent ou j'ai pas les ressources pour. En fait, c'est un problème de petits pas. Si je te prends un exemple, je te prends un exemple qu'il faut que je trouve. Je te prends un exemple. Voilà, j'écris un livre. Absolument bien, je suis en train d'écrire un livre, donc ça, c'est très bien. J'écris un livre. Si je définis l'objet final, c'est le livre, pouf, tel qu'il va être trouvé sur l'étagère d'un libraire, qu'elle soit virtuelle ou physique. C'est quand même loin. C'est loin, c'est difficile. C'est-à-dire, si j'ai 15 minutes là de disponible dans la journée, je peux pas écrire mon livre. Et donc, en fait, le problème qu'on se fait souvent, et ce qui est un vrai obstacle où les gens vont dire j'ai pas le temps, j'ai pas de ressources, c'est parce qu'en fait, eux, ils ont les 15 minutes, mais par contre, ils doivent écrire un livre. Et en 15 minutes, t'écris pas un livre. Même avec ChatGPT, tu peux pas. Enfin, tu peux écrire. Enfin, ChatGPT peut l'écrire, mais encore, ça va être un petit livre. Donc, ça marche pas. Et en fait, le problème, c'est il faut aider les personnes à voir ce qui est déjà là, pour qu'ils aient une plateforme, en fait. Qu'est-ce qui marche déjà? Donc ça leur permet d'être leur plateforme de départ. Ça, c'est leur point d'appui sur lequel ils vont pouvoir construire la suite. Donc déjà, leur faire prendre conscience qu'ils ont déjà quelque chose. Alors, toujours commencer par ça. Révéler ce qui existe déjà, révéler ce qui marche déjà, c'est déjà super important. Ça évite que les gens s'enferment dans je suis dans un lac de boue et je suis dans les problèmes. Non, en fait, on a déjà eu un élément de solution. La question d'après, c'est ils ont un futur désiré qui est très très loin de leur plateforme. Donc, comment je vais de l'un à l'autre? Et là, tu peux te poser la question, en fait, si je faisais juste un +1 sur mon échelle, je suis déjà là, je suis à 3, ou je suis à 5, ou je suis à 6, par mon livre, je suis à 1, qu'est-ce que je fais pour faire +1? Comment je sais que j'ai fait +1 sur cette échelle? Et après, tu peux te poser la question, mais alors, du coup, attends. Là, j'ai qu'un quart d'heure. Au bout de ce quart d'heure, comment je sais que j'ai avancé vers ce +1? Pas vers le livre en entier. Comment je sais que j'ai avancé vers ce +1? Bon, c'est top parce que tu as répondu un petit peu à une des questions que je voulais avoir pour clôturer. On arrive sur un peu l'atterrissage là de cet épisode, qui était justement un conseil un peu clé, pragmatique pour quelqu'un qui se dirait ok,
moi j'ai bien compris que et j'ai de belles ambitions pour le projet qu'on porte, que ça soit une boîte, une asso, peu importe au final. Et j'ai bien compris que faire émerger des leaders dans mon équipe et avoir une culture et une organisation qui permet de se développer sur l'ensemble de ces axes-là. J'ai compris ça. Finalement, la question que j'allais te poser, c'est par où on commence. Donc toi, ce que tu me dis, c'est déjà les petits pas, c'est prendre le temps de regarder l'existant. Qu'est-ce qu'on fait déjà ? Qu'est-ce qu'on fait de bien ? Qu'est-ce que on sait qu'on pourrait améliorer ? Et surtout d'accepter de. On n'a pas parlé aussi d'ego ou d'accepter de se mettre un peu à poil. Peut-être quand on est fondatrice, de dire ok, je vais. Le savoir, il arrive aussi de mon équipe, mais on n'a pas parlé aussi de ce qui est en dehors de l'équipe. Ça peut être des clients, les fournisseurs, les parties prenantes au final. Donc ça, c'est des bonnes étapes parce qu'il y a d'autres étapes clés pour commencer ce chemin. Je pense un des points clés à prendre conscience quand on veut commencer dans ce chemin, c'est Guillaume, là on est tous les deux dans la même pièce, est-ce que tu sais à quoi je suis en train de penser là pour l'instant ? Non, tu sais pas en fait, tu peux pas savoir. Et en fait, accepter qu'on peut pas savoir ce que les autres pensent, et on peut pas savoir pourquoi ils font ce qu'ils font, et on peut pas savoir pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent, surtout si on leur demande pas. Donc accepter de prendre ce niveau de conscience, il est vraiment important. Pourquoi ? Pas parce que je vais pouvoir me dire que si je veux savoir ce qu'ils pensent et ce qu'ils font, d'abord il va falloir que je leur demande, mais que si je leur demande sans partager ce que moi je pense et pourquoi je pense ce que je pense, ça marchera pas. Parce qu'ils vont pas se dévoiler si moi je me dévoile pas. Et donc, à un moment donné, si on veut établir des relations de confiance avec d'autres personnes, il va falloir accepter ce niveau de vulnérabilité où on va pouvoir dire, moi j'ai l'intention de faire ça, on va partager nos objectifs, on va partager nos intentions, et on va partager ce que l'on pense, et pourquoi on pense ce que l'on pense. Ouais, et beaucoup. On va être curieux de savoir ce que l'autre pense. Et comme on s'est ouvert, on a un peu plus de chances que l'autre s'ouvre aussi, et on établit une relation de confiance. Et si je vais un cran plus loin, je vais pouvoir même après, parce que c'est beaucoup là, on vient de demander déjà beaucoup à beaucoup de gens, de partager mes peurs. Et si on fait pas ce que je veux qu'on fasse, de quoi j'ai peur ? Parce qu'en fait, c'est ça le point qui est critique. Souvent, on essaie de vendre une façon de faire à d'autres personnes, parce qu'on a peur de quelque chose. Mais évidemment, on le dit pas, puisqu'on a peur. Ouais. Et tout ça va être des choses à travailler un peu. Et ça, c'est travailler sur soi. Alors, j'aurais pu répondre à ta question beaucoup plus simplement. Si vous avez envie de commencer, appelez-moi. Mais, tu vois, je l'ai pas fait, je me tiens bien quand même. On mettra quand même toutes tes infos, ton LinkedIn, et puis tu vas nous dire un petit mot quand même, parce que tu t'as même pas donné le nom de l'entreprise là que t'as fondée il y a un an sur ce sujet spécifiquement. Mais j'aime beaucoup. Merci aussi pour ce partage, parce qu'au final là on a parlé d'un point de vue entreprise, mais je peux pas m'empêcher, en plus au vu de l'actualité récente, que tout ce que tu viens de dire là sur le fait de juste partager ses questionnements, ses peurs, ses envies avec les autres, que ça crée en fait du lien et qu'on arrive à mieux se comprendre. Je crois que c'est un message intéressant. Même au-delà de l'aspect professionnel, en fait, je suis assez convaincu que même dans notre vie personnelle, ça peut être un chouette cadeau à se faire que d'accepter cette vulnérabilité. Vu qu'on a parlé un petit peu de choses personnelles, j'ai 2-3 petites questions souvent pour terminer l'épisode. Mais la prochaine question, c'est pas moi qui vais te la poser. Je te fais cette surprise-là. Tu vas me dire et j'attends ta réponse. Ok. Comment restes-tu motivé et inspires-tu les autres, y compris en période de difficulté ? Bon, donc bravo Guillaume, donc tu as réussi à avoir Isabelle et Alexis sur le même podcast. C'est bien joué. C'est une bonne question. C'est une très bonne question, ce qui ne me surprend pas, puisqu'Isabelle est une coach fantastique, donc elle sait poser des très bonnes questions. La motivation, c'est une super bonne question, parce qu'on pose beaucoup de questions sur la motivation, et on a des grands programmes d'incitation dans les organisations pour motiver les gens. Et en fait, je pense que le problème, c'est qu'on peut pas motiver les gens. Et si on y réfléchit honnêtement, les mécanismes de motivation que l'on a, est-ce qu'ils nous motivent vraiment ? Donc en fait, le point de motivation qu'il faut vraiment comprendre, c'est comprendre quelles sont nos motivations, nos motivateurs, les choses qui nous motivent, et de comprendre comment ils évoluent par rapport à des situations.
Donc ça, c'est un premier exercice à faire pour soi qui est vraiment intéressant. Quand on sait faire cet exercice pour soi, on pourrait le faire avec d'autres. Essayer de comprendre quelles sont leurs motivations en respectant qu'ils vont pas avoir les mêmes. Et qu'au fur et à mesure de ta vie, et même les mois qui passent, ces motivateurs peuvent changer de position. La hiérarchie que tu vas faire des motivations va pas nécessairement être la même. Et regardez ce qui se passe quand un événement arrive. Alors, pour aller jusqu'au bout de mon point sur comment je me motive et comment je motive les autres, j'étais dans une boîte de tech américaine. Une des pratiques des boîtes de tech, c'est dans les mécanismes de motivation, il n'y a pas que ça, hein, mais dans les incitations financières, tu as un bonus trimestriel, par exemple, où on va te donner des actions, des RSU, quel que soit le mécanisme financier, tous les trimestres ou tous les 6 mois, etc. Évidemment, en fonction de ta performance, d'accord ? Maintenant, souvent, le lien entre le bonus ou les equity et ta performance, tel que toi tu l'évalues, il n'est pas forcément si clair et si évident. Et une fois que tu as eu un bonus, que ce soit 1000, 10 000, 100 000, ça change en rien, hein, le chiffre. Bah, tu viens de créer une attente que le prochain bonus, s'il n'est pas de 1000, 10 000, 100 000, s'il est 90 000 au lieu de 100 000. Hein, pour la plupart des gens... Rien que les chiffres que je viens d'annoncer, là, ils sont tellement délirants que, waouh! Alors peut-être que pour certains, c'est pas assez, désolé. J'aurais dû prendre une échelle plus grande, mais... Je suis pas sûr qu'ils écoutent, mais... et du coup, je suis déçu. C'est-à-dire que le truc qui devrait me motiver, parce qu'on parle quand même de 90 000, hein, les gars. Je vais pas souhaiter l'unité, mais quelle que soit l'unité, ça commence à être des chiffres. Donc, ça devrait nous motiver, finalement, ça ne nous motive pas. Je suis déçu. Et donc, tout mon mécanisme de motivation marche pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Bah oui, c'était pas ça qui était le truc qui allait faire changer ma motivation, ni la hiérarchie de mes motivateurs. Et pas de chance, mauvais mécanisme. Donc, comment on motive les autres ? Déjà en ayant... comment on se motive soi-même ? En ayant une bonne compréhension de quelles sont les choses qui nous motivent, et qu'est-ce qui affecte cette motivation. Donc, comment les différentes situations auxquelles on fait face affectent nos motivations, et comment on motive les autres ? Du coup, en s'intéressant à quels sont leurs motivateurs en ce moment, comment ils évoluent, et qu'est-ce qui pourrait les faire changer ? Qu'est-ce qui pourrait les améliorer leur motivation ? Et ça va être très différent. C'est quelqu'un qui a besoin de plus de liberté, si tu lui offres en échange plus de contrôle, plus de direction, tu vas pas le motiver. Et pourtant, tu vas te dire, mais il en a besoin, lui, parce qu'il aime bien qu'on lui dise ce qu'il faut faire. Peut-être pas, en fait. C'est peut-être ça, le problème, en fait. Peut-être pour ça qu'il n'est pas motivé, en fait. Donc, alors, je prends un exemple un peu bateau, mais ça peut être le statut, le pouvoir, le contrôle. Il y a plein de choses comme ça. Il y a un petit jeu qui peut être amusant pour les gens à chercher. S'ils cherchent Moving Motivators, sur Management 3.0, ils peuvent trouver un petit jeu de cartes qu'ils peuvent acheter ou imprimer eux-mêmes, s'ils veulent, qu'ils peuvent jouer eux-mêmes ou jouer avec les autres. Et pour moi, ce serait une bonne réponse à cette question un peu difficile. C'est Jürgen Appelo Oui, absolument. Ouais. Ok, pareil, je mettrai les liens aussi en description. Vu qu'on fait des recommandations, est-ce que il y a une ressource, ça peut être un livre, une vidéo, un podcast, etc., que tu pourrais recommander pour continuer à creuser sur ce sujet-là ? Il y a tellement de ressources, tellement de choses à recommander. Mais t'es dur avec moi quand même de me demander à moi de recommander des livres ou des podcasts. Oui, parce que j'ai un podcast et que j'ai écrit des bouquins. Exactement. C'est que tu risques de tomber dans l'autopromo. J'ai pas dit le nom de ma boîte avant. C'était quand même un grand exercice de résistance, tu vois. Après plus de 45 minutes d'enregistrement, je te pose la question, donc, où est-ce qu'on peut retrouver plus d'informations là-dessus, te concernant, Alexis? Évidemment, il y a un podcast, des livres, etc. Ouais. Dis-nous en plus, où est-ce qu'on atterrit pour en savoir plus? On peut atterrir soit sur monville.com, donc alexis.monville.com, la classe quand même, j'y repense, ça c'est quand même la classe d'avoir réussi à avoir son nom assez tôt, surtout que je travaillais dans le web il y a très très longtemps. Ouais, voilà. Ouais, il y avait pas grand monde qui savait même ce que c'était qu'un nom de domaine, donc c'était quand même plus facile d'en acheter un. Monville.com donc. Voilà, et l'autre c'est le nom de ma boîte qui s'appelle Pearlside. Pearlside, c'est un anagramme de leadership pour ceux qui voudraient me dire que c'est pas exactement vrai, ils peuvent me contacter. Et pourquoi ? Parce que on travaille avec Isabelle, donc que vous avez entendu juste avant, à aider à faire émerger des leaders dans les organisations.
Superbe. Eh bien, je te remercie infiniment, Alexis. C'était un super bon moment. Je suis ravi d'avoir abordé ce sujet-là sur le podcast. On a jalonné, moi, je t'ai posé la question, mais tu as jalonné tout ça de plein d'exemples et plein de cas concrets. Donc, je te remercie aussi pour cet effort-là aussi de vulgarisation qui est voulu dans ce podcast. Je te dis à très bientôt parce que j'ai à très bientôt, la Guillaume. chance de te côtoyer. Et puis pour toutes et tous, merci de nous avoir écoutés et puis à bientôt pour un prochain épisode. C'est la fin de cet épisode. Si vous êtes toujours là, merci infiniment. J'espère que vous avez passé un bon moment et si c'est le cas, vous connaissez la formule. Like, partage, commentaire, toutes ces petites actions ont un impact et peuvent aider le podcast à se développer. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Pour être sûr de ne pas le louper, le plus simple, c'est de vous abonner avec votre application de podcast préférée. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.